Salut à toi, ici Anne Darwin. Aujourd'hui, on parle des différents niveaux de richesse. Et tu le sais, c'est un sujet qui me passionne. On est là pour parler d'argent, on est là pour parler de patrimoine, sans langue de bois, pour de vrai, parce que finalement, au bout d'un moment, pour avoir des résultats, il faut parler vraiment. Donc on va pas parler chinois aujourd'hui, on va parler des différents niveaux de richesse. Et tu vas voir que j'ai identifié 8 niveaux de richesse, du plus bas au plus haut, de la pauvreté à l'extrême richesse. Et le but dans cette vidéo, ça va être de comprendre comment on arrive à escalader, à monter les marches, à escalader les échelons pour aller au niveau supérieur, et au niveau supérieur, et au niveau supérieur, jusqu'à atteindre le niveau maximum éventuellement, ou au moins un niveau qui nous convient. Le but du jeu, c'est de faire plus d'argent, pas pour le nombre, pas pour le plaisir, pas pour dire que ça y est, je suis riche, mais tout simplement pour la liberté, pour la facilité et pour toutes les améliorations que procure l'argent dans ta vie. Et je l'ai fait moi-même, j'ai gravi moi-même finalement ces niveaux, j'ai appris difficilement, un petit peu à la dure, sur le chemin, comment on faisait. Et aujourd'hui, je fais un petit peu partager de mon expérience et peut-être que je vais pouvoir t'indiquer dans cette vidéo quelques raccourcis. Donc c'est vraiment le but du jeu aujourd'hui. Je sais, c'est un petit peu putaclic le titre, on se dit les niveaux de richesse, etc. On va mettre les gens dans des cases. Oui, on va mettre les gens dans des cases, mais on va pas les mettre dans des cases pour le plaisir, pour dire que ceux qui sont pauvres, ils sont nuls, et ceux qui sont riches, ils sont meilleurs. Il faut bien catégoriser des choses, des gens, et notamment des patrimoines, et surtout des comportements, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des résultats. Donc il y a certains comportements qui vont avoir plus de résultats que d'autres, et d'autres moins, etc. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je te le disais en début de vidéo, finalement, je l'ai fait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Moi, j'étais, il y a encore un peu plus de 10 ans, un petit salarié, un petit fonctionnaire. J'étais pompier professionnel, je gagnais 1850 € par mois à la fin, finalement, entre guillemets, de ma carrière, avant que je démissionne. Et je suis pas né dans une famille riche, je suis pas non plus né dans une famille pauvre, je suis né dans la classe complètement moyenne, la bonne vieille classe moyenne qu'on connaît très bien en France, et j'ai réussi par la prise de risque, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, et énormément de choses, et énormément de travail, finalement grimper ces échelons. Et c'est vraiment ma promesse aujourd'hui. Il faut que tu comprennes que si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Je suis pas beaucoup plus intelligent qu'un autre, je suis surtout déterminé, et j'ai toujours été déterminé. Et il faut comprendre vraiment que l'argent est une compétence. Et ça se travaille, comme n'importe quelle compétence. Comme devenir sportif, comme maigrir, comme courir vite, comme faire du vélo, comme apprendre à dessiner, à peindre, ou ce que tu veux. L'argent est une compétence. Savoir faire de l'argent, savoir multiplier de l'argent est une compétence. Et ça s'apprend. Exactement de la même façon que les autres compétences. Et c'est aussi mon combat, c'est aussi ce que je fais sur Internet. Sans plus attendre, si tu le veux bien, je vais aller avec toi sur l'iPad, on va faire des magnifiques dessins. Tu connais ma capacité à écrire pas très bien, mais en tout cas à expliquer les choses visuellement, donc on va y aller. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux 8 niveaux de richesse et comment atteindre le top 1%. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Le minimum du top 1%, c'est ma promesse, et éventuellement plus. Voilà, c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui, j'espère que t'es prêt, c'est parti. Donc c'est parti, on va gravir finalement l'échelle un petit peu du patrimoine et de la richesse aujourd'hui. On va commencer avec le niveau 1, qui n'est forcément pas très réjouissant, c'est le niveau des gens que j'appelle à charge, voilà, tout simplement. On pourrait aussi dire les fardeaux, hein. Globalement, alors ce niveau il intéresse pas grand monde, et surtout pas toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, parce que j'imagine que ça te concerne pas, ou en tout cas si ça te concerne encore aujourd'hui, ça va pas te concerner très longtemps. Les gens à charge, hein, le niveau 1 c'est quoi? C'est les chômeurs, les gens qui vivent des aides éventuellement, mais également les gens qui sont à charge au sens premier du terme, c'est-à-dire les enfants, les gens qui sont mineurs, les adolescents, etc., etc. Et je sais, d'ailleurs ça arrive parfois que certaines personnes, certains jeunes adolescents m'écrivent, peuvent avoir 14, 15, 16, 17 ans, ils commencent à s'intéresser à l'investissement, ils commencent à s'intéresser parfois au trading, à l'immobilier, au crypto, peu importe, aux différents moyens de faire de l'argent. Ils m'écrivent en mode ok, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas parce que t'es jeune et qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas faire déjà de façon légale parce que t'es pas majeur au niveau des emprunts, au niveau des ouvertures de certains comptes, etc., que tu ne peux rien faire. Tu peux déjà te former et tu peux déjà gagner du temps sur la partie connaissance, la partie compétence finalement, ok? Donc c'est une très bonne chose, et c'est exactement la même chose finalement pour quelqu'un qui serait chômeur. Ici, là, la priorité doit être la formation, ok? La priorité ici doit être la connaissance.
Ok, ici, en gros, on doit monter en compétences, on doit monter en connaissances, on doit faire en sorte d'apprendre, tout simplement, pour pouvoir s'extraire très rapidement de ce niveau 1. Le niveau 1, c'est un niveau où on n'a pas d'argent, c'est un niveau où on ne travaille pas, c'est un niveau où on dépend des autres, que ça soit sa famille, que ça soit l'État, que ça soit des amis, que ça soit peu importe, on dépend des autres pour vivre, pour survivre, j'ai envie de dire, pour subsister. Et bien souvent, les gens qui restent bloqués finalement à ce niveau, c'est des gens qui ont un petit peu lâché le système, qui sont un petit peu finalement feignants, ou alors qui sont vraiment dans un entourage qui est extrêmement toxique, qui les tire vers le bas. À l'exception près, bien sûr, des gens qui sont trop jeunes, qui sont encore chez leurs parents, etc. Mais en général, quand tu restes dans ce niveau 1 à charge, c'est qu'il y a un vrai problème dans ta vie, d'entourage social, etc. C'est compliqué. Ou alors, il t'est arrivé des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc ça, c'est le niveau 1. On le passe rapidement, il nous intéresse pas des masses. Le niveau 2, j'imagine que tu le connais, la majorité des gens le connaissent, bah c'est le niveau salarié, hein, très clairement. Alors à ce niveau de salarié, on va commencer à parler de patrimoine, puisque avant c'était difficile d'en parler. Globalement, à chaque fois, encore une fois, disclaimer, je fais dans cette vidéo un petit peu des généralités. Je mets des gens dans des cases, dans des niveaux. Il est évident que peut-être c'est ton cas, et certains d'entre vous, vous allez être à cheval entre deux catégories. Tu vas te sentir peut-être dans deux, peut-être même dans trois catégories. Donc, moi j'ai mis des niveaux qui sont ceux que je connais et que je vois la plupart du temps avec et moi-même et les gens que j'accompagne. Et j'ai également mis des chiffres, on va le voir, de patrimoine et un petit peu finalement de rémunération, ok? Donc le salarié moyen, bah si tu veux, il est dans le patrimoine des 10 à 30% des plus bas patrimoines en France. Hein. On va un petit peu s'éduquer sur les niveaux de patrimoine. On parle d'un patrimoine de 6 000, donc vraiment pas de patrimoine, hein, à peine un peu d'épargne, à 43 000 pour être précis. Donc les 10 à 30% des gens qui ont le moins de patrimoine en France sont entre 6 000 et 43 000 euros de patrimoine. Donc c'est vraiment quelqu'un soit qui est mal payé et qui est très mal payé et qui ne fait rien pour s'élever finalement, ou alors qui vraiment débute dans la vie, ok? Ça peut être un petit peu plus, hein, tu peux être salarié et beaucoup mieux payé, mais tu vas voir que on va arriver sur des niveaux au-dessus. Qu'est-ce qui caractérise ce niveau-là, le niveau 2? Finalement, c'est des gens qui vont se contenter du moule, qui vont se contenter de ce qu'ils ont, qui vont finalement avoir le storytelling qu'on nous a tous expliqué, tu vois, le storytelling de Johnny le Zombie. Alors l'histoire de Johnny le Zombie, je vais te la raconter, on en connaît tous, des gens qui sont comme ça, c'est peut-être ton cas, tu vas peut-être te reconnaître toi, ou alors des gens que tu connais. Deux mecs qui sont en soirée, tu vois, comme plein de fois, et qui discutent entre eux en buvant un verre, tout simplement, l'apéro, la soirée bat son plein, et donc t'en as un qui en questionne un autre. Et donc t'as Johnny le Zombie qui répond aux questions finalement, et on lui demande alors comment ça va? Ah bah ça va, super bien, j'ai tout pour être heureux, je suis au top dans ma vie. Ah bon, mais pourquoi? Vas-y, raconte-moi un peu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah bah écoute, au top, j'ai fini mes études, exactement celles que voulaient que mes parents que je fasse finalement, et j'ai réussi correctement, un petit peu dans le haut du classement, et puis bah j'ai trouvé un travail, et puis bah là je suis avec ma femme, enfin ma copine, on n'est pas mariés, mais bon ça fait quelques temps qu'on est ensemble et ça se passe bien, et puis on vient d'acheter une maison, tu sais là dans le petit quartier là avec les petits pavillons là. Et puis on a pris un petit emprunt. Là vraiment j'ai tout pour être heureux, hein. Et puis bah là on a un chien, et puis là on pense à faire des enfants. Et l'autre il lui dit mais et du coup t'es heureux alors, c'est bien, c'est trop bien ta vie. Et il dit bah ouais j'ai tout pour être heureux, je veux dire la maison, le travail stable, c'est bien. Il dit bah du coup t'es heureux alors. Ah bah non mais vraiment j'ai tout pour être heureux, hein. Mais t'es heureux ou pas en fait? C'est-à-dire que t'es pas en train de me décrire quelqu'un qui est heureux. Tu vois, je sors de l'histoire. C'est pas l'histoire de quelqu'un qui est heureux, ça, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'être heureux. Ça, c'est juste être dans le moule, dans la matrice, dans le truc, dans le vrai, tu vois, comme la majorité des gens finalement. Et c'est ce qu'on cherche un petit peu à ne pas faire, nous, dans la communauté. On cherche à s'extraire de ça, on cherche à aller chercher le vrai bonheur, la vraie possibilité de faire des choses, et l'argent est un formidable moyen pour faire des choses qui nous plaisent, de la liberté, mais pas rentrer forcément dans un moule qui est le moule de base de la société, bonnes études, bon travail, stabilité, pavillon, chien, femme, enfant. Donc, pose-toi la question, est-ce que, si tu es notamment dans ce niveau un petit peu salarié, c'est un petit peu le niveau rat race, hein, c'est un petit peu le niveau normal, c'est un petit peu le niveau classe moyenne, hein, très clairement, hein. C'est le niveau de la plupart des gens, ce niveau, alors qu'on est uniquement au niveau 2. On vient de commencer.
l'histoire. Et pourtant, la majorité des gens sont là, énormément de gens sont là. Pose-toi la question, est-ce que tu es là parce que tu le souhaites et parce que tu es heureux dans ce que tu fais, ou est-ce que tu es là par accident, habitude, parcours classique de la vie? Et beaucoup de gens prennent conscience au bout d'un moment, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être pour ça que tu es sur cette vidéo, que pour sortir de là, il faut mettre en place des choses. Il faut se rendre compte de ce qui est possible, il faut mettre en place de façon active des choses, il faut travailler, et pas que sur ce qu'on a toujours fait depuis toujours pour rendre un petit peu content tout le monde, mais travailler sur nous et notre avenir pour être capable justement d'atteindre un niveau de liberté qui soit satisfaisant. Donc pose-toi la question si tu es à ce niveau finalement de routine, de train-train, de petit salarié, de vie normale. Est-ce que tu es dans un moule qui te plaît ou pas? Est-ce que tu es dans l'espoir que quelque chose change, mais tu es uniquement dans l'espoir, et c'est-à-dire que tu ne mets rien en œuvre pour que ça change? Ou est-ce que tu es en phase d'accumulation? Est-ce que tu es conscient d'être là, mais que tu vas chercher plus, tu vas chercher plus grand? C'est le cas de beaucoup de gens, et notamment peut-être toi, si tu me regardes, beaucoup de gens qui me regardent sont certes là, mais vont chercher plus, mettre en place activement de quoi aller chercher plus. Et peut-être qu'ils passent même pas par le stade dont je vais parler maintenant, mais tu vas voir que, à mon avis, on va aller tout de suite au numéro 3 dans notre ascension, et le niveau 3, c'est le niveau de la terreur. Pourquoi? Parce que justement, c'est le niveau où on vient quitter ce niveau 2 là, ce niveau de salarié où on a toute cette stabilité et tout ce moule finalement que tout le monde connaît et tout le monde est d'accord là-dessus parce que c'est le moule de nos parents, c'est le moule de nos grands-parents, c'est le moule de Tata Rachel, c'est le moule de Johnny le Zombie. Et il est facile, alors que le niveau de la terreur, on parle de la peur de se lancer, la peur d'apprendre, la peur de perdre, parce que quand on investit, forcément, la fameuse phrase, ça comporte des risques, donc on peut perdre avant de gagner. Il y a un prix, finalement, il y a un coût de la formation. Au-delà des actions de formation qu'on va faire, il y a aussi un coût d'apprentissage quand on va faire des erreurs, et on va faire des erreurs. Et donc, beaucoup de gens sont dans ce niveau de la terreur où finalement, cette peur de perdre, cette peur d'être jugé, cette peur d'avoir l'incompréhension de la famille, des amis, des collègues de travail, les paralyse complètement. Et c'est sûrement, et peut-être ton cas, ou en tout cas, si ça l'est pas aujourd'hui, t'es déjà passé par là. Beaucoup de gens passent par cette phase de la terreur, qui est une phase également extrêmement compliquée de paralysie. Parce qu'on est là, et on sait pas quoi faire. Et c'est pas forcément qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'on a uniquement peur, également on ne sait pas quoi faire parce qu'on l'a jamais fait. On n'a pas l'expérience, on n'a pas la connaissance. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a ni l'expérience, ni la connaissance, ni le réseau finalement? Cette phase est compliquée. On ne sait pas prendre de risques. On vit toujours pour les autres. On a envie de remettre en question le système, mais on n'arrive pas à le remettre en question très précisément. Ces trois niveaux-là que je viens de décrire concentrent 80% de la population. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Là, l'immense majorité des gens sont là. Et l'immense majorité des gens vont rester là toute leur vie et ne pas dépasser ça. Et c'est pour ça que j'ai pour habitude de parler un petit peu de la malédiction de la réussite. Dans le sens, c'est un terme un peu pompeux, pour dire que justement quand tu vas t'extraire de là et que tu vas aller chercher les niveaux supérieurs, les niveaux d'argent, les niveaux de patrimoine, je te rappelle qu'on parle pas de la valeur des gens aujourd'hui, on parle vraiment des niveaux d'argent et des niveaux de patrimoine. Tu peux être plus haut et être un sale connard, et tu peux être plus bas et le plus pauvre du monde et être un mec génial. On parle pas de ça aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de gravir les niveaux, ok? Quand tu vas t'extraire de ce niveau-là, là où est 80% des gens, tu vas réussir. C'est la malédiction de la réussite, parce que l'immense majorité des gens, ces 80% là, ne vont pas te comprendre. Ne vont pas te comprendre. Et je te garantis que quand j'étais fonctionnaire salarié dans ce moule où t'es censé rester toute ta vie, avec en plus la stabilité de l'emploi et toutes ces conneries, un boulot qui était cool en plus, que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup. Forcément, quand je commence à partir, quand je commence à m'extraire, quand je commence à faire d'autres choses, je provoque chez beaucoup de gens l'incompréhension. Et parmi mes collègues, et parmi ma famille, et parmi mes amis, et parmi plein de gens qui ne comprennent pas que je prenne autant de risques, que je sois pas content là où je suis, que je veuille plus grand, qui ne comprennent même pas qu'il est possible d'aller plus haut, qu'il est possible de gagner de l'argent, qu'il est possible de faire du patrimoine, qu'il est possible même en partant de zéro de devenir riche, etc., etc. Et c'est la malédiction du succès. Et malheureusement, si tu veux passer ce niveau-là, cette espèce de plafond-là, qui je te rassure est un plafond de verre, ici là, on peut le casser. On voit à travers carrément, on voit au-dessus. Mais il faut le péter. Pour passer là, faut accepter là. C'est un peu le niveau intermédiaire là. Niveau malédiction. Ok, niveau malédiction du succès. Et ce niveau-là, malheureusement, ou heureusement, il existe. Il est là. Il te regarde bien dans les yeux et dit, tu veux mériter, tu veux l'argent, tu veux aller plus haut, tu veux faire partie plutôt des 20%, voire même plus haut, on va aller des 1% ou des 0,1%. Tu veux continuer à monter là? Mon gars, va falloir passer à travers. Et ça nous emmène justement au niveau 4. Le niveau 4, c'est le niveau de l'investisseur débutant. Et c'est beaucoup de gens qui regardent cette chaîne. Félicitations, t'as déjà un petit peu cassé le plafond de verre, mais je te rassure, tu vas voir, il va rester des bouts de verre qui vont te suivre un petit peu sur la montée. Mais en tout cas, félicitations, tu es déjà à ce niveau 4 de l'investisseur débutant. Alors l'investisseur débutant, c'est qui? C'est un gars qui a le patrimoine un peu médian dans la société, ok? Faut savoir que le patrimoine médian, donc maintenant je vais m'emmener aux 40
50% de la population, ok? En France, actuellement, on est entre 97 et 157 000 euros. On est là. En termes de patrimoine net, hein, je sais pas, on parle en patrimoine net. Donc 97 150 000 euros. Donc c'est quelqu'un qui se forme, c'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui a commencé à mettre en place des actions d'investissement, parce que pour avoir 150 000 euros, t'as deux grandes solutions, allez, trois grandes solutions. La première, c'est que t'as hérité, bon, celle-là on l'oublie. La deuxième, c'est que toute ta vie t'as fait la fourmi, mais là, à ce moment-là, t'as 157 000 euros, mais t'as aussi 70 ou 80 ans, hein, parce que toute ta vie t'as mis un petit peu de côté, les intérêts composés, on va en reparler après de tout ça. Ou alors, éventuellement, bah, t'as atteint ce niveau de mettre des choses actives en place. T'es un investisseur, même débutant, même si tu fais des bêtises, même si t'es un investisseur pas fou en termes de risque, tu vois, que tu fais de l'assurance vie, etc., mais que tu places de l'argent, tu es dans ce niveau-là. Et tu es à peu près au milieu de ce qui se fait en France. Et peut-être que t'es un petit peu plus haut d'ailleurs. Je te rappelle qu'on fait des catégories, mais il y a énormément de cas particuliers. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? L'investisseur débutant. Son problème principal est les pièges. Parce que maintenant, je vais commencer à chaque niveau à donner les pièges dans lesquels ne pas tomber. D'ailleurs, si tu le veux bien, on va mettre ça en rouge. Piège numéro 1. Faire la fourmi. La plupart des investisseurs qui débutent veulent faire et font malgré eux la fourmi. Qu'est-ce que c'est que faire la fourmi? C'est mettre un petit peu de côté tous les mois, 100 euros, 50 euros, 150 euros, je fais du DCA sur des ETF, une assurance vie, etc., etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est très bien de le faire. Il faut bien commencer quelque part. Mais tu ne peux pas, dans la même phrase, me dire Yann, je veux devenir riche, Yann, je veux faire partie des 1% de la population. Je te rappelle que c'est le but de cette vidéo, c'est de ce dont on parle aujourd'hui, on parle de rien d'autre, de rien d'autre, il n'y a pas d'autre objectif ce soir, aujourd'hui, je sais pas, ce matin, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, il n'y a pas d'autre objectif que être dans les 1% minimum. On n'arrive pas dans les 1% en restant investisseur débutant et en faisant la fourmi. Tu peux mettre péniblement de côté tous les mois, toutes les années et faire des intérêts composés toute ta vie, ça va être dur. C'est possible. Bien sûr, si tu as un salaire notamment élevé avec une grosse capacité d'investissement, c'est possible d'arriver à des patrimoines qui sont relativement significatifs. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on veut être riche vieux ? Est-ce qu'on veut être enfin libre, enfin tranquille, faire des trucs qui nous font kiffer vieux ? Et quand je dis vieux, bah ça dépend de chacun met la vieillesse où il veut, hein. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours voulu kiffer jeune et être riche jeune. Je suis encore pas trop vieux. Je te garantis que c'est quand même super agréable de pouvoir faire des trucs maintenant, pas dans 20 ans. C'est pas pour rien que ça a été mon slogan depuis toujours, pas dans 20 ans. Si tu continues et tu fais uniquement, oui, il faut faire la fourmi, mais il faut pas faire uniquement la fourmi. Si tu fais uniquement la fourmi, si tu restes dans ce piège-là, il va pas se passer grand-chose, ok ? Les intérêts composés, c'est pas magique. On va aller voir tout de suite, d'ailleurs, ce que tout le monde fait. Et c'est normal de le faire, encore une fois. Je ne jette la pierre à personne, mais ce que tout le monde fait, c'est ça. Ok, je prends un capital initial, donc là j'ai fait un petit cas concret avec 10 000 euros de capital initial, et puis je vais mettre tous les mois 200 euros, ok, c'est ce qu'on voit ici. Je vais faire ça pendant 20 ans, à un taux d'intérêt de 10%, ce qui est quand même relativement optimiste, hein. Et voilà, je vais avoir des intérêts tous les ans de 10%. Et au bout de 20 ans, avec mes 10 000 euros de départ et mes 250 euros tous les mois, super, j'aurai 204 735 euros. Alors certes, j'aurais fait 58 000 de versement et le reste sera des intérêts composés. Et on le voit très bien sur cette courbe. En bleu, c'est ce que j'ai investi, c'est ce que j'ai mis vraiment comme argent, ce que j'ai mobilisé. Et en jaune, là, c'est la courbe exponentielle, c'est les intérêts composés. Et plus je fais ça longtemps, et plus j'investis tous les mois. Et certes, plus, oui, c'est relativement impressionnant de s'en sortir avec 146 000 euros d'intérêt au bout de 20 ans. C'est relativement impressionnant, peut-être pour le commun des mortels, ou la classe moyenne, ou peut-être les gens qui sont dans cette catégorie un peu débutant, de se dire, waouh, bah, dans 20 ans, j'aurai 204 000, ça sera bien. Non, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça pourri. Déjà, parce que 204 000 d'aujourd'hui, c'est pas 204 000 de dans 20 ans. Hein, tu connais l'inflation. Tu vois que quand même, le pouvoir d'achat s'érode. Donc, on parle pas juste de faire de l'argent. On parle aussi de sauver son pouvoir d'achat sur un horizon 20 ans. 204 000 dans 20 ans, c'est peut-être quoi? C'est peut-être 100 000 d'aujourd'hui. Est-ce que 100 000 ou 150 000 d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent? Non, je ne crois pas. Donc déjà, première chose. Et deux, c'est lent, quoi. C'est lent, ok, je vais avoir 200 000 dans 20 ans. Est-ce que ma vie est finie avec 200 000? Est-ce que je suis bien? Non, je ne pense pas. Donc, premier piège, faire uniquement la fourmi. Donc, si tu me dis, ok, faut pas que je fasse uniquement la fourmi, du coup, je fais quoi? Eh bien, il faut comprendre les grosses marches. J'en ai déjà parlé, j'en parle plusieurs fois. Il faut comprendre qu'il y a des moyens de faire des grosses marches. Soit dans la vie, on fait des petites marches comme ça, on monte l'escalier, ça prend 2 plombes, ou alors on fait des grosses putains de marches, ok? Et parfois, une grosse marche, ben, c'est 10 ans de petites marches. Donc, il faut chercher
chercher ces grosses marges. Il y a plein de solutions, plein de possibilités d'investissement qui sont certes peut-être un peu plus risquées, ou peut-être même pas plus risquées, mais un petit peu plus demandeurs en termes de balance, hein, temps, rendement, temps, emmerdement, argent, je l'appelle cette balance toujours. Hein. Moi, ma balance, c'est pas juste la balance temps-argent, c'est la balance temps, argent, emmerdement. Et parfois, oui, faire un aller-retour en résidence principale, c'est un peu emmerdant, c'est un peu chiant. Il faut vite vendre des travaux, il faut déménager, il faut habiter, ça prend un an et demi, et il faut vendre. Mais oui, mais ça fait une grosse marge. Et en début de parcours, il faut viser les grosses marges. Donc ça, c'est un petit peu l'erreur, le piège numéro 2 de ces gens qui sont dans cette catégorie. Et le troisième piège, c'est de ne pas savoir concentrer. Souvent, ces gens, au début, font ce que tout le monde explique. Peut-être parce que ils n'écoutent que ce qu'on dit rapidement, ou alors certaines personnes expliquent peut-être des conneries, je sais pas. Tout le monde n'a pas la même agressivité quand il s'agit de faire du patrimoine, mais il faut comprendre que la diversification, c'est bien, c'est beau, c'est joli, hein, pour quand t'es conseiller en gestion de patrimoine, ou quand tu fais des vidéos sur internet de dire aux gens diversifier, hein, parce que ça diminue le risque et c'est bien pour vous de diversifier. Oui, c'est bien, mais si je diversifie, je diminue mon risque, certes, c'est clairement vrai, mais je diminue également mon espérance de retour sur investissement. Et inversement, quand je concentre, j'ai un plus gros retour sur investissement possible, mais les deux faces d'une même pièce, c'est toujours pareil, j'ai un risque beaucoup plus important. Donc, quand on est débutant, il faut comprendre que, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va plutôt chercher à concentrer. Mais attention, concentrer de la bonne façon. Concentrer en minimisant les risques, parce que, étant donné que c'est plus risqué, on ne veut pas perdre le peu de capital qu'on a, on veut justement le multiplier plus vite, faire des grosses marges. Donc il va falloir le concentrer, mais le concentrer correctement. Donc tout ça, ça demande de la formation, ça demande peut-être de l'accompagnement, ça demande à mettre en place plein de choses. Mais c'est le moyen de faire des grosses marges, c'est le moyen de ne pas faire la fourmi. On passe au niveau d'après, parce qu'on en est qu'au niveau 4 sur 8. Après l'investisseur débutant, on a le petit riche. Alors le petit riche, c'est un niveau extrêmement piégeux. C'est peut-être ton niveau, c'est le niveau de beaucoup de gens qui me suivent, parce que les gens qui me suivent sont peut-être un petit peu plus avancés. En effet, on a assez peu de débutants ici. Le petit riche, on est sur le patrimoine médian plus. Ok, on est sur des gens qui sont à 50, 60%, un petit peu sur l'échelle des patrimoines, hein, en France, on continue à monter. Donc ça représente quoi ? Ça représente les fameux 157 dont on a parlé avant. 157 000 à 231 000 de patrimoine net. Ok, donc ça commence à faire des patrimoines qui sont un petit peu plus sérieux, on va dire. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent être petits riches, et je vais te décrire la catégorie après, avec plus de patrimoine. Et je vais commencer également à mettre un peu les revenus. Là maintenant, je vais pas parler que de patrimoine, je vais parler aussi de revenus, parce que on va aussi pouvoir se mettre un petit peu la projection du revenu qu'on peut avoir dans les différentes strates de population. Donc ce revenu là, qui correspond un petit peu à cette classe de population, il est en moyenne pareil de 3 860 € après impôt. 3 860 € disponibles mensuellement après impôt. Donc c'est quelqu'un qui est riche, hein, vu riche par les gens, par le monde, par la classe moyenne ou politique ou je ne sais quoi, mais c'est pas quelqu'un qui est riche, ok. Mais pourquoi j'appelle ça petit riche ? Parce que c'est surtout une question de comportement. Donc le petit riche, globalement, c'est quelqu'un qui a pris de l'expérience, ok, qui a connu ses premières réussites. Je suis passé par là, moi le premier. Premières opérations de marchand de biens, je commence à faire un peu d'argent, des sommes que j'avais jamais vues encore, je commence à voir le compte de la société avec 110, 120 000 €, et j'ai des réflexes qui sont mauvais, forcément. Des réflexes de petit riche. Et donc, étant donné que c'est la première fois que tu vois des sommes importantes, un petit peu syndrome du loto, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me rétribuer, donc je craque un petit peu. Première chose. Deuxième chose, vu que c'est mes premières réussites, j'ai aussi une sorte de phobie. Peut-être que tu l'as également. Cette phobie des impôts. De dire ok, j'ai fait tant, et après tu calcules le net et tu dis oulala, ils vont tout me prendre, tu vois. Et donc du coup tu mets en place, et c'est ce que j'ai fait à l'époque, des solutions d'optimisation fiscale. Globalement, tu charges ta boîte, tu fais des frais, tu vis sur ta boîte, tu commences à te mettre des restos, des machins, des voitures pour diminuer au maximum la pression fiscale. Mais le problème, c'est que tu as uniquement cette vision, t'as cette phobie finalement des impôts, donc tu vas à tout prix diminuer la pression fiscale, mais tu oublies juste qu'il faut continuer à faire grossir la boule de neige et continuer d'investir. Donc peut-être que parfois il faut accepter de payer des impôts ou trouver des moyens de réinvestir plus vite avec des montages holding, etc. C'est pas forcément le lieu aujourd'hui, mais en tout cas, c'est au niveau d'après, ce niveau-là, que tu commences à prendre conscience que ces montages sont importants pour rediriger les flux financiers, et justement, tout en ne mangeront pas trop d'impôts, être capable de réinvestir beaucoup pour faire des grosses marges, toujours importance de la capacité d'investissement. Bref, ce niveau petit riche est méga dangereux. Si on note un petit peu les pièges, ici, les pièges, alors je sais, hein, c'est toujours très moche, hein, mes Picasso, mais l'important c'est qu'on s'entende, ok ? Les pièges du niveau petit riche, qu'est-ce que c'est ? C'est ne pas comprendre
que les premiers 100K sont les plus durs d'un côté et les plus importants de l'autre. On parlait des grosses marches juste avant. Là, c'est même pas, je te parle même plus de grosses marches. Je te parle d'avoir une obsession pour atteindre 100 000, qui doit être vraiment ton premier objectif, ton premier milestone. Et je parle 100 000, je parle 100 000. Je parle pas 100 000 de patrimoine à la banque, avec une partie nette, mais l'autre partie, hop, t'as un prêt, c'est de l'immobilier, c'est immobilisé. Non, je te parle 100 000 de cash, je te parle 100 000 sur le compte, je te parle 100 000 investi, liquide, rapide, ok, peut-être ça peut être sur un compte titre, sur un PEA, sur un truc, tu fais du DCA, bref, une obsession pour ces 100 000. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est le début de la liberté. Je t'ai refait la même chose que j'ai fait tout à l'heure dans le calcul d'intérêt composé, sauf qu'au lieu de mettre le capital de départ de tout à l'heure qui était de 10 000, là, on a un capital de 100 000. On remet 200 tous les mois. On continue à faire ça 20 ans. On a le même taux d'intérêt, le même calcul d'intérêt. Cette fois-ci, on arrive à 800 000. 810 210 avec 662 000 d'intérêt. Là, les intérêts composés commencent, ok ? Mais pas en faisant la petite fourmi en dessous. Là, les intérêts commencent pour de vrai, les intérêts composés commencent pour de vrai. 810 000 dans 20 ans, c'est toujours pas Byzance, surtout avec l'inflation, etc. Mais ça commence à être une somme relativement significative, même si tu me dis que 810 000 euros dans 10 ans avec l'inflation, c'est plus que 4 ou 500, ben c'est toujours quelque chose, tu vois, 4 ou 500 d'aujourd'hui, ça va, c'est quand même de l'argent, c'est pas rien, tu vois, t'es pas un clochard, t'es bien, t'es beaucoup plus que la majorité des gens dans ce pays. Ces premiers 100 000, sont vraiment une première réussite à avoir en tête. Super important. Aussi, le piège, donc, suivant, c'est de ne pas comprendre qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ok ? Ne pas comprendre que cet argent-là égale charbon. Ok ? Le charbon que tu mets dans la locomotive, là, charbon. Le charbon que tu mets dans la locomotive, le charbon que tu mets dans le feu. Et pas de charbon, pas de feu. Pas d'accélération de la locomotive, ok ? Donc, faut avoir vraiment un peu une obsession pour l'argent. Et le problème du petit riche, ben c'est qu'il a la mauvaise obsession pour l'argent. Le petit riche, il veut flamber, il veut craquer, il veut montrer aux gens qui étaient peut-être ses pairs un peu plus tôt en termes de patrimoine, peut-être son cercle social, son cercle personnel, amical, il veut montrer qu'il a réussi. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il commence à acheter la grosse voiture, il commence à acheter, j'en sais rien moi, les belles fringues, le beau sac, la belle montre, etc. C'est trop tôt. C'est trop tôt. En fait, le problème, là, le vrai piège, c'est d'augmenter son niveau de vie. S'il y en a un qu'il faut que tu te mettes en tête à ce niveau-là, c'est d'augmenter son niveau de vie trop vite, ok ? Trop vite. Ça, c'est le piège de ce niveau de petit riche. Ok ? Ne pas comprendre que s'il n'a pas encore 100 000, c'est vraiment, il faut aller là, minimum, que ça, c'est son charbon, et que tout ce qu'il dépense, tout ce qu'il augmente trop vite, tout ce qui ne concourt pas à aller ici, dans le charbon, dans le tas de charbon, dans le coffre, ben, c'est de la perte de temps. Et on n'est toujours pas dans les 1%. On est loin des 1% là. On est dans les patrimoines, le patrimoine moyen, certes des gens les plus riches, puisqu'il y a un effet de bord, hein, puisque quand on calcule le patrimoine moyen, on prend le patrimoine de tous les Français, et finalement on regarde la moyenne, c'est pas la médiane, c'est bien la moyenne, donc les gens qui sont très riches font monter cette moyenne, donc en gros même quand t'es dans cette moyenne, quand t'es dans le niveau petit riche, on est d'accord qu'avec le chiffre que j'ai donné, c'est plus que la majorité des gens, certes, mais toujours est-il que c'est pas là qu'on veut aller. Je rappelle que cette vidéo, elle est là pour faire de la caillasse, pour monter les niveaux de patrimoine, ok ? Donc comprends ici que tu ne dois pas augmenter ton niveau de vie trop vite. L'augmentation de ton niveau de vie doit toujours être inférieure à l'augmentation de tes revenus, à l'augmentation de ton patrimoine. Et si possible, le pourcentage, là, la différence entre les deux augmentations, ben, doit être super déséquilibré. C'est-à-dire que si je te fais une balance là, tac, 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 ok, ton niveau de vie, il augmente, donc hein, il y a plus de poids ici, il y a plus de charbon, ok, la balance, pam, elle vient par là, il faut pas que tu viennes équilibrer en augmentant tes revenus, en augmentant, pardon, tes dépenses. On a augmenté les revenus, là on veut pas augmenter les dépenses, on veut pas augmenter le niveau de vie trop vite, on veut que cette balance soit très déséquilibrée côté revenus, et non pas côté dépenses, ok ? Donc ça, c'est vraiment le piège de ce niveau de petit riche. Avec le fait d'avoir peur des impôts, parce que forcément, on n'a pas ces 100 000, on n'a pas cet objectif, on n'a pas le côté argent, le côté charbon, etc., etc., ok ? J'ai vraiment fait ça, je suis vraiment passé par là, et même si j'ai jamais été trop chauffe, etc., c'était pas une question de vouloir la voiture pour impressionner, vouloir les trucs. C'était plus moi, tu vois, le côté peur des impôts, et le côté de ne pas avoir compris assez en profondeur cette histoire d'intérêt composé. Parce qu'en fait, chaque euro, chaque dizaine d'euros, vraiment, hein, à ce niveau-là,
une fois qu'il va se composer sur 20 ans, va faire une différence énorme. Mais non pas à lui seul, non pas en mode fourmi, non pas 200 balles, mais 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, 200, plus 200, plus 200, plus 200, 1000, plus 1000, 1000, 1000, 10 000, 20 000, 50 000. Et là, on arrive à des niveaux qui font une différence. Parce que plus la différence augmente, et plus la différence augmente à la fin. Mais en termes exponentiels, pas 1 plus 1. Pas 2 plus 2, mais 2 fois 2, 3 fois 3. C'est pas des plus, c'est des multiplications, c'est des facteurs, c'est des puissances. Ok ? On passe au niveau suivant. Je pense qu'on a assez compris. Le niveau suivant, le niveau 6. Là, on était 5 petits riches. Niveau 6, les 1%. Jingle dramatique. Les 1%. Enfin, ils sont là, hein. Ils sont pas très loin. Hein. Entre eux, je fais un peu n'importe quoi, je suis un petit riche, mais j'arrête, je ralentis ma progression et je passe dans les 1%. Il se passe pas grand chose. Le niveau moyen de patrimoine des 1%, c'est 2,2 millions d'euros de patrimoine net et ou 7180 euros de revenus mensuels. Les 1% sont là. En moyenne, ils gagnent plus de 7180 euros et ils ont 2,2 millions de patrimoine net. Donc, on n'y va pas tout seul, hein, ça demande du travail. Il y a quand même un gap par rapport au niveau d'avant, mais pas non plus immense. Si, j'ai tout compris. Parce que je te rappelle que je vais pas regarder dans cette vidéo, et pose-toi la question là quand tu la regardes, parce que je sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te dire, ok, moi je suis là, donc faut que je fasse attention à juste ça avant. Par exemple, tu te dis, ok, moi je suis dans le niveau petit riche, c'est vrai que j'ai un petit peu craqué, etc. Donc je vais faire attention juste à ces pièges-là. Non, pas du tout. Il faut, peu importe où tu te trouves, regarder tous les niveaux, et mettre en place toutes les bonnes pratiques, une par une, de façon appliquée, et de façon longue, dans le temps, pour atteindre, enfin, les niveaux qui nous intéressent. Le 6e, c'est le premier niveau qui nous intéresse. C'est le niveau des 1%. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? T'as de multiples sources de revenus, plus ou moins stables. T'as des trucs qui sont stables, comme par exemple l'immobilier locatif, tu vois, un truc qui serait loué en courte durée, c'est relativement stable, c'est 80-90% de stabilité. T'as des trucs qui sont moins stables, parce que t'as de la bourse, peut-être que t'as un portefeuille un peu long terme que tu DCA, peut-être que tu fais aussi un peu de trading, peut-être que quand il y a de l'attraction, tu vas sur les cryptos. T'as peut-être plusieurs business, un ou plusieurs business, t'es peut-être investisseur passif. C'est dans ces niveaux aussi qu'on commence à éventuellement à faire un petit peu de private equity, à être business angels, ce genre de trucs, qu'on va faire un petit peu plus d'investissement dans des entreprises, dans des startups. On peut commencer avant, mais c'était toujours des sommes qui sont un petit peu faibles. Là, on commence à avoir des sommes qui sont plus significatives. Peut-être que tu commences à investir dans l'art, peut-être que tu commences à investir dans tout ce qui est alternatif, etc., etc. Globalement, si je dois résumer ce niveau-là, le 1%, son point capital, c'est qu'il sait identifier l'attraction. Je parle toujours de la traction, ok ? Où est-ce que ça tire ? Où est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parfois, l'immobilier dans telle ville explose ou se pète la gueule. Peut-être qu'il y a une opportunité. Parfois, les cryptos sont nuls et parfois elles reviennent en force. Peut-être qu'il y a une opportunité. Parfois, je sais pas, tu tombes la chance sur une folie. J'en sais rien, ça peut être je dis le premier truc qui me passe par la tête, une voiture de collection complètement sous-cotée. Bam, t'identifies, tu passes. En fait, la force des 1%, c'est quoi ? C'est de savoir identifier l'attraction, de savoir faire de l'argent parce qu'ils sont passés le plus souvent par tous les niveaux d'avant. Ils ont fait les conneries. Ils ont fait ce qui allait pas, etc. Et à force de formation, à force de douleur, à force d'expérience, ils arrivent à avoir ce truc-là, ce truc d'allocation. Je parle toujours d'allocation du patrimoine, méga important. Allocation, ok ? Et quand je parle d'allocation, tiens, je vais écrire au-dessus, on s'en fout, hein, on est chez nous, hein. Allocation, quand je parle d'allocation, on confond ça avec ce que je disais un petit peu plus tôt. On confond ça avec diversification. On croit que quand je parle de ce fameux camembert d'allocation où c'est, ok, j'ai un peu de crypto, j'ai un peu de trucs, j'ai un peu de machin, j'ai un peu d'IMO, je fais du marchand de biens, on pense que c'est pour faire une diversification. Non, la force de l'allocation, c'est pas la diversification. La force de l'allocation, c'est d'identifier la traction. Et de prendre ici, par exemple, je prends un exemple très simple, exemple des cryptos, ok ? Parfois ça tire à mort, ok ? On fait de l'argent, ok, bah, j'ai peut-être ça de mon patrimoine en crypto. Et quand c'est le moment de prendre des profits, je suis capable d'identifier, de prendre cette poche-là, de la couper, de récupérer, de cash in, de prendre mon argent, de pas avoir peur des impôts, de savoir, tu vas prendre ces décisions-là, et de réallouer. Et peut-être que cette poche devient, je sais pas, une nouvelle poche, un nouveau camembert, avec à l'intérieur, j'ai remis ça en immobilier, ou j'ai remis ça dans la start-up d'un copain, ou j'ai remis ça, peu importe. La force de ces gens-là, de tous les gens qui ont dépassé ces niveaux de patrimoine, de richesse finalement, c'est ça. Savoir identifier l'attraction, savoir faire des allocations, savoir allouer leur argent, savoir faire de l'argent avec de l'argent. C'est des gens qui peuvent emprunter sans limite. À partir du moment où tu leur donnes un taux d'intérêt acceptable,
respectable, pas trop, ils peuvent faire plus d'argent que l'argent qu'on leur prête. Donc c'est plus une question de est-ce que je vais y arriver, c'est une question de en combien de temps je vais y arriver, comment je vais y arriver, comment je vais diminuer le risque. Par contre les pièges, il y a des pièges, il y a toujours des pièges à tous les niveaux. Les pièges de ce niveau, qu'est-ce que c'est? Le gros piège. C'est même pas qu'il y a trop de pièges. Il y a un gros piège. C'est arrêter. C'est arrêter trop tôt. C'est ça le gros piège de ce niveau-là. C'est de dire ok, je me mets en mode retraite ou pré-retraite. Parce que finalement, à ce niveau-là, on l'a vu, de manière moyenne, t'as aux alentours de 2 millions de patrimoine net, ou alors tu gagnes 7000 € ou plus, et t'as tôt fait de te dire, oh ça y est, je me cale à la cool. Je connais pas mal de gens, moi, dans mon réseau proche, ou un petit peu plus lointain, mais en tout cas des gens que je suis, que je vois, je sais à peu près ce qu'ils ont pas. Je vois ça, beaucoup. Je vois un petit peu un ralentissement, ce qui est tout à fait ok, ce qui est tout à fait possible, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais il faut savoir que si tu arrêtes de mettre en place les actions qui font que tu fais de l'argent, si tu es plus en mode bon père de famille, diversification, protection de l'argent, ce qui est tout à fait possible, hein. Tu peux me dire ok, moi ma thèse c'est ça, hein. J'arrive à 1 million, 2 millions de patrimoine, je passe en mode protection, fermer les écoutilles, je diminue le risque au maximum, et je perdrai plus, et je suis là, ceinture bretelle, ça se comprend. Mais par contre si tu veux continuer à monter, parce que 2 millions de patrimoine, c'est bien, mais des gens veulent plus. Si tu veux continuer de monter, si tu es exigeant avec toi-même, si 7000 € par mois c'est bien, mais des gens veulent plus, il ne faut pas arrêter. Donc ça veut dire que tu vas pas trop pouvoir lever le pied, tu vas pas trop pouvoir, ça se fait pas tout seul non plus hein, l'argent, hein. Si, tu vois, je veux dire, quand j'ai atteint ce niveau-là et j'ai voulu continuer, pareil, en fait, je m'inspire beaucoup de mon parcours parce que j'ai connu tous ces moments-là où ok, tu te mets un peu à la cool, tu dis bah voilà, ça y est, c'est bon, j'ai fini le jeu, je commence à avoir affaire, enfin, j'ai un niveau de vie largement supérieur à ce que j'avais avant, tout ce que je connaissais, etc. J'ai changé de cercle social et finalement, t'as vraiment vite fait de ralentir. Et après, bah, tu te rends compte. Et tu te dis, bah, en fait, regarde, je suis en train de me ramer, quoi. Et quand tu commences à regarder un peu ton Excel, un petit peu ce que t'as fait, et tu te rends compte que tu vas beaucoup moins vite que peut-être d'autres gens de ton nouveau réseau qui te tirent vers le haut, etc. Donc c'est vraiment le piège de s'arrêter. Maintenant, je voudrais montrer aussi autre chose. Et l'importance, encore une fois, on avait parlé de l'importance des premiers 100 000, ok? Maintenant, on va parler de l'importance d'atteindre le niveau des 1%, ok? L'importance d'avoir 1 million, 2 millions, ce genre de niveau de patrimoine. Je te rappelle que ici, je t'avais partagé, avec 100 000, sur 20 ans, en mettant 200 par mois, hein, toujours le même scénario, on arrive à 810, d'accord? Ce qui commençait à être une somme, ok. Donc ça veut dire que on générait 800 000, hein, globalement. Bon, on avait mis 100 au début, je les oublie. Ok, on avait 800 à la fin, d'accord? Mais on va faire la même chose avec ce fameux patrimoine moyen des 1%, 2 millions 2. Et tu vas voir que c'est marrant, mais avec 2 millions 2 de patrimoine de départ, de capacité de charbon, hein, de départ, et sans rien mettre tous les mois, hein. On va arrêter de mettre la fourmi 250 tous les mois, ça sert à rien. C'est même 800 000 qu'on faisait en 20 ans, c'est même 800 000 qu'on faisait en 20 ans, on les fait en 3 ans et demi. Les mêmes, c'est le même argent, hein. C'est les mêmes 800 000, hein. Ils valent pareil, hein. Sauf que non, ils valent même plus. Parce que les premiers, on les a dans 20 ans, les deuxièmes, on les a dans 3 ans et demi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus d'argent. Tout simplement parce qu'il y a plus de capital de départ. Et parce que faire ce même résultat avec un capital beaucoup plus gros, immensément plus grand, forcément ça va beaucoup plus vite. Donc en 3 ans et demi. Et maintenant, du coup, je me suis amusé à tirer les fameux 2 millions 2 sur 20 ans, parce qu'on vient de les tirer sur 3 ans et demi, on voit qu'on fait la même chose qu'au palier d'avant. Sur 20 ans, ça fait quoi? Sur 20 ans, ça fait 14 millions. Ça fait 14 millions 8. C'est pour ça que ce que je te dis, de ne pas s'arrêter, vaut le coup. Ok, de continuer à chercher du rendement. Donc là, on va chercher un rendement qui peut-être, si t'es débutant, te semble fou, hein, 10% net, waouh. Tu te dis, où est-ce qu'on trouve 10% net de rendement? Je le vois tout le temps dans mes commentaires. Je trouve 10% net de rendement demain. Moi ici, je regarde plus 20-30% de rendement net. Un investissement en dessous de 30%, franchement, s'il est pas méga sans risque, etc., j'y vais pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai accès à des deals, j'ai un recul, j'ai un patrimoine, j'ai du cash qui me permet de faire des choses, ok, c'est un parcours, d'accord? Mais 10% net, c'est complètement pas impossible et tu ne dois pas t'autoriser à être en dessous de 10%. Éventuellement, si tu fais de la bourse passive, etc., 8, tu vois. Mais 8, 10, c'est vraiment le minimum. Je veux pas avoir du 5, du 2, du 4, ça, tu te tires une balle dans le pied, en fait. On le voit avec le capital, ce que ça fait. Donc ce niveau des 1% est capital, tout comme le niveau des 100 000 qui t'apportait une vraie différence. Ce niveau des 1%, si tu ne t'arrêtes pas, si tu fais pas n'importe quoi, vaut 14 millions 8 à 10% d'intérêt dans 20 ans. Alors certes, hein, inflation, c'est 14 millions 8, peut-être que c'est 10 millions plus tard, 8 millions ou 7 millions 5. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est toujours 7 millions 5. C'est toujours beaucoup d'argent. C'est toujours Là, on parle de richesse. Là, on parle de richesse, ok? Là, on arrive tout doucement au niveau où il peut plus rien t'arriver. Ok? Donc faut vraiment viser ça. Faut vraiment viser ça parce que plus le temps va passer,
Et plus tu vas pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas faire au niveau d'avant, le petit riche, d'augmenter son niveau de vie. Niveau d'avant, tu te serres encore un peu la ceinture. T'es encore, voilà. Ce niveau des 1%, en continuant, en tombant pas dans le piège de ne pas s'arrêter, et en étant intelligent, tu peux commencer à augmenter sérieusement ton niveau de vie. C'est là que tu peux commencer à te faire péter la grosse bagnole. Pas la petite bagnole, tu vois, pas le petit truc à 50 000, pas une bagnole un peu plus que les autres. Non, le truc qui te fait kiffer, si t'aimes les voitures, ou les voyages, ou faire plaisir à tes proches, ou quitter ton boulot, etc. C'est là que ça se passe. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Ok ? Ça, c'est le niveau 6, c'est le niveau qu'on doit tous viser. C'est le niveau que j'ai visé avant de le dépasser, mais ça a été vraiment mon gros focus. C'est le niveau dont on parle dans Money Game tout le temps, c'est le niveau que la plupart des gens que je peux accompagner, etc. visent. C'est au moins ce niveau des 1%, et c'est vraiment le niveau que je te souhaite. Sauf que c'est pas fini. C'est pas fini, les copains. Pour moi, c'est là que ça commence, d'ailleurs. On a le niveau 7. C'est le niveau que je nomme l'abondance. Qu'est-ce que ça représente? On est au niveau des 0,1%. Pas compliqué, on a pris les 1%, et puis on est encore dans le top 10% de ces 1%. On est dans les 0,1%. Ces gens-là, en termes de revenus, pareil, moyen, s'il fallait faire un revenu mensuel, soit plus de 17 500 € net par mois. Donc ça commence à taper niveau rémunération moyenne. Les données de patrimoine sont inexistantes. On arrête en France de faire des stats à partir d'un certain niveau de richesse. Personnellement, je le situe à 10 millions, aux alentours de 10 millions de patrimoine net. Ok ? Ce niveau d'abondance, qu'est-ce qui se passe? C'est clairement le niveau où il ne peut plus rien t'arriver. À partir du moment où tu ne pètes pas les plombs. À partir du moment où tu ne fais pas n'importe quoi, où tu ne deviens pas complètement fou, et c'est d'ailleurs le seul piège de ce niveau-là. Ah, le piège, pardon, j'écris mal, c'est clairement la folie. Le piège, c'est de devenir fou. Le piège, c'est de ne plus avoir la valeur de l'argent. C'est peut-être de s'éloigner, de ne pas réussir à rester ancré avec ses proches, avec sa famille, etc. Voilà, péter un plomb. Et en général, ça arrive pas trop aux gens qui l'ont fait eux-mêmes, qui péniblement ont gravi les échelons. Mais on a plein d'exemples de gens qui pètent un plomb à ce niveau-là. Gagnant du loto, héritier, superstar du sport, trop d'argent d'un coup, pétage de plomb, syndrome du loto, plus. Et tu peux repérer... On peut tout dépenser. Hein. Tu peux dépenser 10, 20, 50 millions en un an. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Jet privé, ça vaut cher. Des voitures, des maisons, ça part vite. Par contre, si tu l'as fait toi-même, à ce niveau-là, il ne peut plus rien t'arriver. C'est le niveau de la sécurité ultime. Pourquoi? Pourquoi là, on a un niveau de sécu qui est complètement dingue? Parce que tu as un patrimoine tellement important que tu peux très facilement, tout en gardant un niveau de vie extrêmement important, parce que je te parle pas de en serrant la ceinture, en redevenant pauvre, entre guillemets, hein, désolé pour les catégories, c'est la vidéo des catégories. Sans redevenir pauvre, tu peux vivre extrêmement confortablement en ne faisant plus rien. C'est pour ça que ça s'appelle le niveau de l'abondance. Parce que voilà, un 10 millions à peu près de patrimoine, je veux dire, même 10% d'intérêt, 10% par an, bah tu fais toujours 1 million par an, quoi. Même 5% en mode je diversifie, etc., ce que je ne veux pas entendre, mais certes, je diversifie, j'ai un patrimoine plus important, donc du coup, ok, je fais des allocations bon père de famille, 5%. Je fais toujours 500 000 par an. Je vis très bien, tu vois. Même si les impôts, j'ai toujours pas optimisé fiscalement, parce que j'ai toujours pas compris. Les gens qui sont là optimisent fiscalement, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Tu ne peux pas, c'est dur d'arriver là en perdant des points de vie, d'investissement, parce que j'ai pas optimisé fiscalement. Hein. Donc les gens qui sont là sont expatriés, ou alors ont des schémas d'optimisation fiscale, ou alors investissent en société, holding, etc. En France, il est tout à fait possible de faire de l'optimisation fiscale. C'est pas un gros mot, c'est pas interdit. C'est l'optimisation fiscale, c'est autorisé. On dit optimiser, hein, on dit pas s'échapper, on dit pas tricher. Bref, même si je te mets encore 50% d'impôt, ça fait toujours 250 000 par an pour vivre, tu vois, tu vis bien, donc ça va. Donc il peut plus rien t'arriver. Si tu ne pètes pas un plomb, c'est là qu'on a fini le jeu, c'est le niveau de fin du jeu, vraiment. Et là, en effet, c'est à ce niveau-là qu'on commence à s'occuper plus, pour moi, de la diversification, diverses, hein, je vais pas y l'écrire en entier, j'ai la flemme. C'est là qu'on commence à s'occuper de la diversification plus que de la concentration. Si on veut un petit peu ralentir et on veut, etc. Si on ne veut pas aller au niveau, il en reste au niveau encore au-dessus. Et c'est également à ce niveau-là qu'on voit des gens qui commencent à donner vraiment significativement, à faire de l'associatif, à aider des gens, des proches, ou alors dans des grandes causes, à travailler de façon gratuite au niveau de leur temps ou de leur énergie ou parfois de l'investissement dans certaines choses qui ne rapporteront pas mais qui aideront le monde. C'est un petit peu le niveau également où tu peux te permettre finalement, parce que t'es tellement large
que même de faire ça ne va pas gréver ta capacité d'investissement, ne va pas gréver ton niveau de vie, ne va plus rien gréver. En fait, il peut rien t'arriver à partir du moment où tu sais tenir un budget, un fichier Excel, et ça va à peu près bien. Voilà. Mais il reste un niveau. Il nous reste un niveau. Il est là. Niveau 8. Niveau ultime. Voilà, hein, il a qu'un seul nom, hein, c'est la fortune. Alors celui-là, pareil, très difficile de trouver des stats. Des 0,01%. Pas des 0,1. Des 0,01, c'est-à-dire les 1% des 1%. Voilà. Là, on parle au 1% des 1%. C'est-à-dire que quand tu étais dans les 1%, tu étais encore pauvre par rapport à ce mec-là. Ce mec-là, on parle, alors on arrive à trouver à peu près encore des stats de rémunération. On parle de plus de 55 000 euros net par mois. Voilà. Et on parle de, forcément, hein, c'est toujours les mêmes niveaux de patrimoine, 10 millions et plus. Et on est plus sur plus que 10 millions, bien sûr. Donc 10, 15, plutôt 20 et plus. Ok, very high net worth, etc. 30 millions, etc. Mais en tout cas, vraiment 10 minimum. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi la différence avec le niveau d'avant? Bah, le niveau d'avant, c'est tout va bien. Ce niveau-là, c'est vraiment une fortune générationnelle. C'est-à-dire, exemple très simple. Prenons 20 millions, ok? 20 millions placés à 10%, me rapporte 2 millions par an. Mais je pourrais vivre avec ces 2 millions par an. Mais non, je vais faire autre chose. C'est qu'à ce niveau, ce qui fait la vraie différence du niveau d'avant, c'est que je vis sur les intérêts de mes intérêts. Je ne vis plus sur mes intérêts. Je peux vivre sur les intérêts de mes intérêts. 2 millions placés à 10% par an, 200 000. Donc là, je suis capable de vivre avec 200 000 euros. Je ne vis plus avec mes intérêts. Je vis avec les intérêts de mes intérêts. C'est le niveau de la fortune. Et c'est pour ça qu'à ces niveaux d'argent, la fortune est générationnelle. La fortune se transmet parce qu'il devient difficile, toujours pas impossible, hein, en pétage de plomb, mais il devient difficile de perdre cet argent-là. Je t'ai refait un petit calcul d'intérêt composé parce que je vois qu'on commence à y prendre goût. 10 millions pendant 20 ans, à 10%, sans bien sûr versement mensuel. 67 millions. 10 millions font 67 millions dans 20 ans, à 10% par an, ok? Et là, j'ai pris que 10 millions, tu vois? C'est, oui, certes, le début de la fortune des 0,01%, mais ça peut être potentiellement plus. Là, on comprend vraiment qu'on est sur une fortune qui est générationnelle, qui n'a plus de piège, ou peut-être un piège. Il y a quand même un piège à ce niveau-là. On va se l'écrire, on sait jamais, parce que je te souhaite bien sûr d'y arriver. Le piège à ce niveau-là, c'est tout simplement de déranger, voilà. C'est de déranger au niveau des plus hautes sphères de l'État, c'est de déranger au niveau politique, c'est de déranger au niveau peut-être légal, c'est de faire des dingueries. Hein, on a vu, il y a des exemples d'hommes d'affaires qui sont tombés de très haut, par exemple Bernard Tapie, etc. Parce que, oui, t'as atteint ce niveau de fortune et même plus, bien plus, mais vu que tu joues avec des sommes qui sont tellement grosses, tu as quand même toujours un risque de faillite. Il est là, il est présent. Et tu as un risque, notamment politique, parce que tu commences à être tellement riche, tu commences à vraiment tellement peser et à représenter des centaines de milliers de personnes normales, si on les définit uniquement par l'argent, que tu as un vrai poids dans la société, et tu as notamment un vrai poids en politique, et tu as un vrai poids parfois local, parfois dans les collectivités, etc., parce que tu es capable d'investir, par les emplois que tu es capable de créer, etc., etc. Voilà. Maintenant, du coup, ok, on a vu ces 8 niveaux, on sait à peu près où on se situe, on sait un petit peu les pièges à chaque niveau. Comment est-ce qu'on va chercher au moins le niveau des 1%, le niveau 6, le niveau, on va dire, minimum, où ça commence à être vraiment marrant. Alors, il y a 3 grandes étapes. On va continuer à se faire notre checklist. L'étape 1, c'est clairement de garder l'argent. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent déjà pas faire ça. Qu'est-ce que j'appelle garder l'argent? Garder l'argent, c'est tout simplement comprendre que l'important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Tu peux avoir n'importe quel niveau de revenu, même le niveau de la fortune qu'on a vu avant, c'est-à-dire 55 000 euros net par mois et plus, qui soit généré par tes investissements. Si tu gagnes 55 et que tu dépenses 65, ça marchera pas. Les mathématiques ne fonctionnent pas. Et d'autant plus que si tu gagnes 1500 et que tu dépenses 1800, bien sûr, forcément. Mais même avec des très hauts niveaux de revenus, de patrimoine, si tu dépenses plus, si tu es incapable de garder l'argent, et j'entends garder l'argent pour pouvoir faire cette fameuse marmite, cette fameuse réserve de charbon pour alimenter la chaudière, il va rien se passer. Donc la première étape, c'est garder l'argent, ok? Donc pour ça, il faut être capable de faire un petit peu un état des lieux. Je marque MMF parce que j'appelle ça Money Management File. C'est un fichier que certains d'entre vous, je le sais très bien, peut-être toi qui me regarde, utilisez. C'est-à-dire un fichier Excel qui permet de traquer tout. Et ses revenus et ses investissements et ses dépenses, son coût de vie, fixe, variable, etc. pour être capable de déterminer son cash flow, sa capacité d'investissement et surtout de savoir où optimiser. Donc il est important de traquer tout ça, de faire l'état des lieux et de travailler également son profil parce que garder l'argent, c'est également travailler son profil bancaire. C'est bien joli de savoir faire 10% et plus de rendement, par exemple avec de l'immobilier locatif. Beaucoup de gens
des milliers, des centaines de milliers de personnes sont capables de le faire en France aujourd'hui. Et je le sais très bien parce que j'en ai formé plus de 10 000 aujourd'hui. Mais c'est bien beau de savoir le faire. Mais si on n'a pas de charbon, si on n'a rien à investir, ça fonctionne pas. Donc travailler son profil bancaire pour être finançable, mais pas un peu finançable, énormément finançable, pour travailler justement son patrimoine, pour être capable de faire des grosses marches, d'arbitrer, etc., d'aller chercher les niveaux de plus en plus importants, c'est super important. Donc dans cette étape numéro 1, de garder l'argent, il faut avoir une obsession pour garder l'argent. Donc 1, le traquer, 2, travailler son profil bancaire, ce qui permettra d'aller chercher les fameux minimum 100 000 dont on parlait un petit peu plus tôt, qui font une vraie différence, tu l'as vu, par A plus B mathématiquement. L'étape numéro 2, ça va être d'investir l'argent. Parce que c'est bien beau de garder l'argent, mais s'il se passe rien, si je sais pas faire les fameux 10% par an minimum, ça fonctionne pas. Donc investir l'argent. Et pour ça, faut chercher à investir plus. On doit investir plus. On doit investir beaucoup plus. Ok ? Il y a une règle que j'aime bien, c'est la règle des 50-30-20. T'as 50% d'investissement, 30% de frais fixes et 20% de frais variables sur tes 100% de revenus. C'est ce qu'il faut que tu vises. Faut que tu vises d'investir 20%, que 30% couvre tes frais fixes, donc frais fixes vraiment tous les mois, hein, loyer, etc. Et 20% tes frais variables, ok ? Tout ce que tu peux éliminer, tout ce qui est sorti, etc. Ça, c'est vraiment le minimum à viser. Ces 30 et 20, je m'en fous de comment ils sont découpés. Que ça soit 50-0, etc., je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est que tu travailles le 50%. Ton 50% d'investissement minimum de tes revenus, c'est dur, hein, surtout quand on gagne pas beaucoup. C'est sûr que si tu gagnes 20 000 mensuel, c'est facile d'investir 10 000, très facile. Mais si tu gagnes 2 000, c'est dur d'investir 1 000. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et plus tu vas gagner, plus tu vas t'élever dans les revenus et dans le patrimoine, et plus ça va être facile. Mais au début, c'est dur, oui, c'est dur. Et comme la courbe exponentielle d'intérêt composé, cette courbe finalement d'aller chercher du patrimoine plus important, d'aller chercher des revenus plus importants, c'est dur au début. Et plus tu avances, et plus c'est facile. Et malheureusement, tu es obligé de passer par cette phase un petit peu de stagnation du début avant que ça commence enfin à s'élever. Et c'est dur là. Et on a l'impression en plus, vu que ça augmente quasiment pas, on a l'impression qu'il se passe rien. Quand on commence, oui, à faire des grosses marches, et c'est pour ça qu'il faut les viser ces grosses marches, pour que ça aille plus vite sur les premiers niveaux, on est beaucoup moins découragé. On a beaucoup moins l'impression d'être le petit alpinisme en bas de l'Everest, tu vois. Petit alpiniste, il regarde la montagne comme ça, et là, putain, ça a l'air haut. Alors que quand t'es déjà à la moitié de l'Everest, tu te dis, bon, ok, j'ai fait 50% du chemin, je vais y arriver. C'est pour ça que tu dois chercher les grosses marches. Et les grosses marches, il y en a partout. De flip en résidence principale, du MDB. Et d'ailleurs, pas que du flip en résidence principale, ça peut être de l'arbitrage de tes biens. Ça peut être un gros coup, par exemple pendant un bull run sur une crypto qui fonctionne bien. Ça peut être plein de choses, ok ? Les grosses marches pour aller chercher le plus vite possible ces fameux 100K. Je te rappelle que ça doit être tant que tu y es pas ton obsession. D'abord en termes de patrimoine et ensuite en termes de cash ou en termes en tout cas d'investissement mobilisable ou de somme investie, ok ? Si possible liquide. Il y a pas de règle, hein. Tu vas me dire mais Yann, attends, j'ai pas compris dans les commentaires, je le sais déjà. Est-ce que ça doit être on n'est pas à l'école, tu vois, faut pas cocher genre OK, mais alors les 100 000 si je les ai en immobilier net, est-ce que c'est mieux de non. Il y a une sorte de hiérarchie, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que patrimoine brut, ok, tout le monde s'en fout, hein, puisque t'enlèves les dettes. Patrimoine net, c'est mieux que patrimoine brut, forcément, parce que t'as enlevé les dettes. C'est vraiment du net. Ensuite, dans ce patrimoine net, t'as des trucs qui sont illiquides, pas trop mobilisables, hein, un peu lentes, tu vois, comme l'immobilier. C'est déjà beaucoup mieux que rien, mais c'est moins bien, par exemple, que du cash. Moins bien, entre guillemets, parce que moins mobilisable, donc moins de possibilités de dégainer rapidement, opportunity cost, etc. Mais tout est bien par rapport à du patrimoine brut ou par rapport à rien du tout. On est d'accord ? Donc va chercher ces 100 000, va d'abord les chercher en patrimoine brut, ensuite net mobilisé et liquide, puis ensuite liquide, dégainable rapidement, et puis peut-être même ensuite en cash sur ton compte, parce qu'en début de parcours tu te dis, stupide d'avoir 100 000 de cash sur son compte, qui a 100 000 sur son compte en banque ? Personne, c'est complètement bête, c'est idiot. Et j'étais le premier à dire, je me rappelle très bien de discussions quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je disais, tu verras, mon frère notamment, je vais être millionnaire, etc. Et il me disait, le jour où tu me montres ton compte en banque avec 1 million, là, je te dirais que t'as réussi, là, je te respecte, etc. On se chambrait. Et je lui disais, j'étais le premier à lui dire, jamais tu verras mon compte bancaire avec 1 million. C'est complètement bête, c'est stupide d'avoir 1 million sur son compte en banque. Et c'est vrai. Jusqu'au moment où t'as assez d'argent, où c'est plus stupide, en fait. C'est-à-dire que là, mon exemple d'avoir 100 000 sur son compte en banque, oui, c'est stupide, parce que ton argent travaille pas. Sauf que si t'as 10 millions de patrimoine, avoir 100 000 sur son compte en banque, c'est les dépenses de l'année, ou des 3 mois qui sont là, provisionnées, ou alors c'est un transit de fonds parce qu'il s'est passé un truc, quoi. Et c'est pas du tout exceptionnel. C'est juste une question de standard. Donc c'est ça qu'il faut que tu vises. Encore une fois, je suis désolé, je parle vrai, hein, c'est peut-être chiant pour plein de gens cette vidéo parce qu'ils se disent que la tâche est impossible, mais non, la tâche est pas impossible en fait.
Mais c'est juste que c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'elle est pas impossible une fois que tu l'as fait qu'avant quand t'es en bas de la montagne. C'est pour ça qu'il faut suivre les étapes, ok? Donc investir l'argent, garder l'argent, on a compris, investir l'argent. Règle des 50% minimum d'investissement, c'est ce qu'il faut viser même si on n'y arrive pas au début. Réduire ses frais fixes, réduire ses frais variables. Investir plus, faire des grosses marges, des flips et identifier les tendances. Apprendre à identifier la traction, ok? Identifier les tendances. Travailler là cet esprit d'investisseur, d'être capable de sentir, tu vois, d'y aller, de tenter des trucs. Et parfois même investir ce que j'aime pas faire, mais en démo. C'est-à-dire juste suivre un truc et dire ok, là, si j'avais de l'argent, si j'avais 100 000, 50 000 à mettre quelque part, tu vois, je me fais des trucs en démo. J'aurais mis là, maintenant j'aurais cliqué là. Bon, je les sais pas, c'est pas grave. Mais je m'auto-forme et je vois quel aurait été le résultat, etc. Et puis je me rends compte parfois que quand j'ai raison, putain, j'ai perdu vachement de temps. En fait, et j'aurais dû être plus riche. Et je te rassure, ça le fait à tous les niveaux, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on a tellement accès à des deals de plus en plus importants. Pourquoi? Parce que tu fais des trucs de plus en plus gros, t'as accès à de plus en plus de réseaux, de plus en plus d'investisseurs, de vendeurs, de machins. Chaque jour, t'es frustré, ça s'arrête jamais. Parce que peu importe combien tu peux investir, peu importe combien t'investis, peu importe les deals que tu fais, tu ne pourras jamais tout faire. C'est-à-dire, tu pourrais investir 1 milliard par mois, tu vois, c'est possible. En faisant des gros deals, etc. Donc tu auras toujours cette frustration de dire putain, si j'étais plus riche, je serais allé là, j'aurais fait ça, etc. Mais là, on atteint un niveau Monopoly, on atteint un autre niveau, on atteint un niveau sportif, tu vois, de l'investissement, de chef d'entreprise, de tu fais ça pour le plaisir, tu fais plus ça pour atteindre ce fameux niveau des 1% qu'il faut vraiment que tu vises minimum pour avoir un niveau de liberté et un niveau d'ouverture. Tu vas voir que le monde s'ouvre, tu vois. Après, peut-être que tu iras plus dans le plaisir, peut-être que tu iras plus dans le sport. Chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui partent à Bali. Tu fais ce que tu veux, finalement. Mais au moins, tu t'es ouvert toutes les possibilités. Et t'es plus Johnny le zombie à te dire, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie parce que je suis juste en train de suivre ce que la société et le moule m'a dicté. Troisième point, pour aller chercher ces 1%. Multiplier l'argent. Ok, c'est bien beau de le conserver et de l'investir, mais il faut savoir le multiplier, il faut savoir l'investir fort, il faut savoir faire des intérêts composés et comprendre qu'il commence vraiment, on l'a vu, hein, à 3 niveaux. Hein. Il commence vraiment à 100K, mais il commence vraiment à 1 million. Et il commence vraiment au niveau des 2%, des 1% comme on l'a vu, à 2 millions et quelques. Donc ces niveaux sont super importants. 100 000, pardon, j'ai effacé. 100 000, même mon iPad a été choqué. 100 000, niveau 1. Niveau vraiment, ok, objectif 1. Objectif 2, 1 million. Objectif 3, 2 millions. Voilà. Là, on a une roadmap elle est claire. Et là, on sait qu'on arrive. On arrive à quai. On arrive à destination. Chez les 1%. Et puis même, si on se rate, si on met plus de temps que prévu, on commence quand même à bâtir là. On commence à bâtir des trucs. Je te garantis que si tu fais 100, 200, 300 000, t'as beaucoup plus que la majorité des gens. Et c'est pas du tout, et je veux pas qu'on me prête des trucs que je dis pas, c'est pas du tout une vidéo qui disent eux ils sont nuls, on est meilleurs. Non, on est sur une chaîne d'argent, on est sur une chaîne de patrimoine, c'est ce qu'on cherche à faire, tu vois. Je veux dire, voilà, t'as 300 000, c'est tant mieux pour toi, on s'en fout, tu vois. Personne sera jaloux. Fais ton truc dans ton coin, ok? Ensuite, quand on multiplie, l'augmentation du niveau de vie, c'est là qu'elle devient possible. Mais avant, non. Donc si tu veux augmenter ton niveau de vie, si c'est un but pour toi, il y a des gens qui veulent vivre mieux. Il y en a plein. Moi, le premier, à l'époque, je voulais vivre mieux. Je voulais kiffer, je voulais une grande maison, je voulais une belle voiture, je voulais vivre mieux. J'aimais les montres, j'ai toujours aimé les montres, je voulais une belle montre, je voulais être capable de m'en acheter, je voulais pas compter, je voulais arrêter de me prendre la tête dès que je vais au resto, je voulais me péter une bouteille de vin à 300 balles parce que je trouvais ça bien de boire du vin cher, tu vois, parce que oui, du vin cher ne vaut pas ce qu'il vaut. Il y a beaucoup de hype, il y a beaucoup de marques, mais quand même, du vin à 300 balles, certes, tu l'overpayes, mais c'est quand même meilleur que de la piquette, quoi. Voilà. Et je voulais ça, je voulais une augmentation du niveau de vie. Au début, c'est normal, et peut-être que tu la veux. Et bon, je vais pas du tout te jeter la pierre, mais pour aller augmenter son niveau de vie, il faut passer par cette multiplication de l'argent, ok? Et il faut que tu penses quand même à la partie optimisation. C'est-à-dire que il y a la relocalisation géographique, hein, aujourd'hui. Bon, moi, je suis un petit peu le mauvais exemple parce que j'encourage un petit peu tout le monde qui veut s'expatrier à tenter l'expérience. Non pas que pour le côté fiscal, mais surtout pour le côté ouverture d'esprit, voir du pays, apprendre d'autres choses. Tu vas voir que ton expérience et ta façon de faire va aller beaucoup plus vite parce qu'en plus, tu vas être forcé d'apprendre, tu vas être forcé de te remettre en question, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas pour tous les cerveaux de s'expatrier, mais je pense que c'est en tout cas une avenue. Mais il y en a plein d'autres. Très longtemps, je suis resté en France. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait du business en France. J'ai fait de l'optimisation fiscale en France. Il y a plein de niches partout. Il y a plein de montages, des holdings. Tu peux faire du frais, tu peux faire de l'IS, t'as du meublé pro. Il y en a partout, en fait. Donc, je te dis pas de partir. Je te dis pas... Mais par contre, ce que je te dis, en tout cas, c'est forcément d'optimiser. C'est obligé. Parce que si tu n'optimises pas... Regarde, on va faire un truc très simple. On faisait des intérêts composés à 10% par an, ok ?
On part sur 10%, même on s'en fout, hein. C'est juste pour l'exemple. 10% par an, admettons que c'est ce que j'arrive à avoir net, ok? Et donc du coup, j'optimise et je compose avec 10%. Mais admettons que j'ai un impact de ma fiscalité supérieur de 20% de ce que j'arrivais à avoir là, ok? J'ai 20% de fiscalité une fois que j'ai tout calculé en plus. Donc finalement, ça me rapporte plus que 8, hein, une fois que j'ai tout calculé, encore une fois, de façon nette. Bah, cette différence de 2% là, amuse-toi, hein, vas-y, hein, calculateur d'intérêt composé, regarde ce que c'est une différence avec 100 000, avec 1 million, avec 2 millions, avec 10 millions, reprends les mêmes chiffres, et regarde ce que c'est une différence entre 8 et 10% sur 20 ans, c'est immense. Et chaque point de pourcentage perdu diminue ton capital. Et parce que souvent, quand on calcule les intérêts composés, ce qu'on comprend pas, c'est que c'est évolutif. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 100 000 par exemple dans la calculette, et on va dire ok, 100 000 à 10% pendant 20 ans, ça fait tant, et 100 000 à 8% pendant 20 ans, ah oui, ça fait un peu moins. Et on se dit bon, ça fait un peu moins, mais c'est pas non plus, d'accord, ok. Mais en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que notre calculatrice d'intérêt composé dans la vraie vie, elle se remet à zéro à chaque fois, elle se remet à zéro tous les ans. Et donc, si j'ai 100 000 puis 120 000, et je suis capable de réinjecter 40 000 parce que j'ai fait une grosse marche et je suis allé chercher un truc, ou je suis capable de réinjecter un autre 100 000 parce que j'ai fait une autre opération en résidence principale, etc., ça vient recalculer les 20 années. Et si je rajoute par-dessus 10%, 8%, à chaque fois, ça se compose et ça augmente. C'est dingue en fait. Chaque euro se compose de façon plus importante et a un impact de plus en plus important au fur et à mesure qu'il est avec d'autres copains. 1 euro tout seul, c'est nul. 1 euro avec 10 autres euros, il a beaucoup plus de poids. Et 1 euro avec des millions d'euros, avec des milliers d'euros, ils ont un poids de plus en plus important. Un petit peu comme du poids sur un pont, tu vois. C'est-à-dire qu'un pont, tu mets 10 personnes sur un pont en bois, bon, bah, il se passe rien. Puis 100 personnes, il va fléchir. Et puis peut-être 1000 personnes, il va casser. C'est un petit peu la même idée. L'impact est de plus en plus important. Donc il faut apprendre à faire ça. Je rappelle que l'argent est une compétence, ok? C'est vraiment mon combat sur cette chaîne. C'est également mon combat dans Money Game. D'ailleurs, si tu es toujours là avec moi, que tu veux gravir les échelons, va jeter un œil. www.moneygame.fr, t'as toutes les informations sur le Money Game. C'est un accompagnement, c'est un mentorat sur 1 an, renouvelable si tu le souhaites. Je t'accompagne personnellement, avec les associés Green Bull, avec des coachs, avec une communauté. On est aujourd'hui des milliers dans Money Game. Il y a des centaines de millionnaires, pas des millionnaires en carton, pas des faux, par des gens qui espèrent l'être. Non. On a tous les niveaux d'ailleurs, c'est marrant, on avait fait des sondages, 1 million, 5 millions, 10 millions de patrimoine et plus, on a tous les niveaux. Donc c'est quoi la beauté du truc? Bah, c'est d'être dans cette ambiance mastermind. Sauf qu'un mastermind, bien souvent, tu payes 10 000, 20 000, 30 000 euros par an pour quelques rencontres, etc. Et puis c'est un petit peu plus mondain qu'autre chose. Oui, t'apprends des choses, oui, tu prends des coups de pied au cul, mais bon, voilà. Là, le Money Game, c'est 365 jours en ligne, mentoré, avec de la formation, plus de 50 heures de formation, avec des lives par mois, nombreux, 4, 5, 6, 7 lives tous les mois, où on va répondre à tes questions, où personnellement, je peux te coacher en one-to-one, je peux te débugger. Donc, t'as la formation, t'as le replay de la formation accessible, t'as la possibilité de poser des questions en live, t'as l'accès à tous les gens de la communauté, des milliers de personnes, tu as des rencontres physiques, tu as un événement physique, le BIF, qui est réservé uniquement au Money Game, tu as l'accès à nos logiciels, t'as Aria qui est inclus, Aria Crypto, tu as la possibilité d'utiliser toutes les licences sans les payer. Pareil, c'est des logiciels qui valent plus cher à l'unité que la totalité de ce qu'on facture pour Money Game. Aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, rejoins-nous. Voilà, je peux pas te dire plus que ça, je vais pas te bullshiter pendant des heures, je vais pas te faire une vente pendant des heures, je vais pas te raconter la messe. www.moneygame.fr, va voir à quoi ça ressemble. Première chose. Deuxième chose que je voulais te dire, les plans Silver et Gold sont fermés. Ok, il reste plus que le plan Platinum. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de gens dans le Money Game. Le but du jeu, c'est pas de monter à 20 000, 30 000 membres. On veut pas baisser en qualité, on veut accompagner les gens, ok? Donc on a fermé les plans Silver et les plans Gold parce que on pense et on estime qu'on est capable d'aider plus les gens en étant moins nombreux et avec un accompagnement plus de qualité. Donc Silver, Gold, c'est fermé. Il te reste l'accès en Platinum et le Money Game va fermer un jour ou l'autre quand on estimera qu'on a atteint la taille critique et qu'on ne peut plus accompagner les gens avec de la qualité. Donc encore une fois, c'est le moment de rentrer. Une fois que c'est fermé, la seule possibilité, ça sera de renouveler, mais on prendra plus de nouveaux entrants. Première information. Deuxième information, quand tu arrives sur le site www.moneygame.fr, tu vas avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir. Je t'offre un cadeau. Je t'offre le Money Management File, qui est le fichier dont je te parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, le fichier Excel qui permet de traquer son patrimoine, de traquer ses dépenses, ses frais fixes, ses frais variables, son cash flow, sa capacité d'investissement et de, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, être capable d'anticiper
Pourquoi? Parce que tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo, quelques euros par-ci, quelques pourcentages en plus par-là, font une différence fondamentale. On a un fichier, on l'a créé, il est normalement réservé aux membres du Money Game, je te l'offre, il est sur le site. Donc tu vas, t'as une pop-up, tu mettras ton email, tu vas le recevoir. Tu as également, qui accompagne ce fichier, un petit live, une petite formation qu'on a fait avec Guillaume où on explique comment il fonctionne, en long, en large et en travers, comment on l'utilise, comment tu peux l'utiliser, comment il peut faire la différence pour toi. Donc tu as le fichier, tu as la formation qui accompagne le fichier, et ça c'est gratuit, c'est moi, c'est mon petit cadeau, ça fait plaisir. Rejoins-nous vraiment dans le Money Game parce que le fichier c'est ça, c'est 1% de l'iceberg et on est là pour t'aider à gravir ces échelons. Et j'espère te retrouver bientôt. Quoi qu'il arrive, je te dis à bientôt. Merci comme d'habitude de ton soutien et de ta présence tous les jours. À bientôt. Ciao.